Donc voilà pour la suite de cette conférence. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première introduction historique. Donc on rappelle qu'il est né donc en 336 avant Jésus-Christ. Donc après l'assassinat de son père Philippe II, hein, on y reviendra bien sûr, Alexandre hérite d'un royaume déjà puissant et surtout d'une armée expérimentée. Et il reprend donc le projet panhellénique de son père, hein, c'est-à-dire de réunir sous une même autorité l'ensemble des Grecs, et il lance une coalition donc contre l'Empire perse. Donc en 334, il débarque en Asie mineure, l'Anatolie, hein, et remporte une première grande victoire contre les satrapes perses, bataille du Granique, donc qui lui offre le contrôle de l'Anatolie. Puis en 333, il défait le roi perse Darius III en personne à la bataille d'Issos. On est là en Turquie et la Syrie actuelle, et en la même année, il entreprend la conquête de la Phénicie, Liban actuel, hein, et marche jusqu'en Égypte où il est proclamé pharaon. Donc la grande victoire hein, finale hein, contre Darius, c'est à Gaugamel, 31, on est là en Irak actuel, et ça lui offre donc la quasi-totalité de l'Empire perse. Il mène ensuite des campagnes contre les généraux perses insoumis, et s'avance jusqu'au pays des Scythes, on reviendra des cavaliers, hein, qui dirige enfin une dernière campagne au Pendjab et dans la vallée de l'Indus. Donc on est au Pakistan actuel, parce que les Grecs appelaient l'Inde, mais c'est le Pakistan actuel, hein, et il remporte une dernière grande victoire contre un roi indien qui s'appelle Poros à la bataille donc de l'Hydaspe. Mais en 326, ses soldats refusent d'avancer plus loin et ils retournent, on va dire, en Mésopotamie, et il meurt en 323 à Babylone, probablement de maladie, à l'âge de 32 ans, pas tout à fait encore 33, avant d'avoir pu mener ses autres projets, notamment de conquérir la péninsule arabique. Donc c'est un roi bâtisseur, hein, il a fondé une vingtaine de cités, la plupart portent son nom, la plus connue évidemment c'est Alexandrie d'Égypte, il a implanté donc des colonies jusqu'aux confins de l'Asie, et il a étendu l'influence de l'hellénisme, hein, de la langue, la culture grecque, jusqu'aux confins de l'Asie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se place vraiment dans la continuité des souverains perses achéménides, hein, la dynastie achéménide, et il cherche à assimiler les élites asiatiques avec pour objectif d'assurer la pérennité de l'empire qu'il a créé. Euh, de ses témoignages, c'est son mariage avec une princesse de Bactriane, donc c'est l'Afghanistan actuel, on pourrait dire perse, hein, pour faire court, la dénommée Roxane. Donc son empire est partagé à sa mort donc entre ses principaux généraux qu'on appelle les diadoques, hein, ou successeurs en grec, hein, et ils forment à la fin du IVe siècle les différents royaumes de la période hellénistique. Donc on connaît les Lagides en Égypte, les Séleucides en Asie et les Antigonides en Macédoine, les plus connus étant les Lagides ou les Ptolémées, hein, avec évidemment Cléopâtre. Mais bon là on est 2 siècles après la mort d'Alexandre. Alors bien sûr, il bénéficie d'une immense postérité à travers l'histoire, les cultures, les religions, on l'a vu dans la petite introduction, alors qui s'explique certes par ses victoires militaires, mais aussi par sa volonté de conquête de l'ensemble du monde connu et par sa personnalité, donc empreinte de philosophie, mais aussi de démesure. Donc son épopée suscite dès l'Antiquité de nombreuses publications littéraires. Alors néanmoins, le grand drame, hein, c'est que les écrits des historiens contemporains de l'époque ont tous disparu par quelques fragments. Donc seuls subsistent de nos jours des abréviateurs postérieurs. Qu'on citera bien sûr, à voir aussi qu'il y a des récits légendaires nés à la fin de l'Antiquité qui ont une immense influence au Moyen-Âge. C'est le fameux roman d'Alexandre qui va donner ni plus ni moins que les Alexandrins en poésie. Donc voilà, ça pose quand même le personnage. Donc ce roman d'Alexandre, qui est un des romans les plus lus au Moyen-Âge, hein, qui est même considéré comme le premier roman, il mêle l'histoire, le fantastique, hein, et donc c'est un des ouvrages non religieux les plus lus au Moyen-Âge, même que ce soit en Occident, dans l'Empire byzantin. Donc on peut aussi voir en lui un héros divinisé, hein. On rappellera qu'il a été l'objet aussi d'un culte pendant plusieurs siècles. Donc je disais aussi qu'il est présent dans les écrits des religions monothéistes. Dans la Rome antique, il est considéré comme un modèle pour évidemment de nombreux généraux et empereurs. Dans l'Empire byzantin, il a évidemment une grande
popularité dans tous les milieux sociaux. Il représente l'idéal du souverain, tout en connaissant une forme de christianisation. Alors dans l'Europe médiévale, on a vu que le roman d'Alexandre, hein, il est vu comme un exemple de vertu chevaleresque au travers du roman d'Alexandre que j'ai cité. Donc à l'époque moderne, il est un modèle au départ pour Louis XIV, même si ensuite, sous l'influence, on va dire la religion catholique va arriver un petit peu s'éloigner d'Alexandre. Au siècle des Lumières, alors il apparaît comme celui qui a étendu la civilisation européenne et ouvert le commerce entre l'Europe et l'Asie. Donc là, on peut en discuter, mais enfin voilà, il est vu comme le père d'une première forme de mondialisation. Alors, à l'époque contemporaine, il a inspiré la volonté d'indépendance des Grecs au dépens de l'Empire turc, et il devient évidemment le modèle du conquérant civilisateur pour les promoteurs de la colonisation européenne, pour le meilleur et pour le pire. Donc en Asie, encore actuellement, il bénéficie d'une grande postérité sous le nom d'Iskandar ou d'Iskander. Donc voilà, il est connu, il y a beaucoup de légendes. Je vous renvoie d'ailleurs à des films, un homme qui voulait être roi, d'après l'œuvre de Kipling. Et il est représenté dans de nombreuses œuvres d'art dans l'Antiquité. Donc je développe pas trop l'aspect artistique, évidemment, c'est un peu abstrait là par vidéoconférence, mais enfin, j'ai eu le plaisir aussi de faire un article sur Alexandre à travers les arts d'Antiquité à nos jours. Donc dans cette première grande partie, on va s'intéresser aux sources de l'histoire d'Alexandre. Donc, toute la partie la plus technique, je ne vais pas tout développer, mais notez bien donc qu'on n'a gardé aucun témoignage écrit de l'époque d'Alexandre, hein. En tout cas, les historiens, quasiment, leurs œuvres ont toutes disparu. Alors, à savoir qu'il y avait un récit officiel qui était tenu à l'époque, à sa cour, par un dénommé Callisthène, qui était le neveu d'Aristote, donc qui était son historiographe officiel. Bon, il va être exécuté en cours de route par Alexandre. Ceci est dit. Et c'est son œuvre, en fait, qui va inspirer le roman d'Alexandre. Faut suivre. Mais bon, son impartialité est douteuse. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a ses compagnons, ses généraux, c'était pas que des guerriers, qui ont écrit aussi des journaux, soit au moment même de la conquête, soit après, comme Ptolémée, le roi d'Égypte, et donc qui ont laissé, voilà, enfin c'est eux qui ont servi de première source, et ils étaient assez fiables. Il y avait voilà pas trop de digression morale. Donc on citera Ptolémée, on l'a dit, le plus important pour le coup, c'est pas simplement le roi d'Égypte, mais c'est aussi un historien, on pourrait dire. On a Aristobule, Néarque, Onésicrite, Charès, voilà, mais leurs écrits ont tous disparu. Bon, Néarque, il est connu parce que c'était aussi un marin et il avait exploré l'océan Indien. Donc pour revenir vite fait quand même sur les mémoires de Ptolémée, lui s'intéresse d'abord aux faits militaires. Donc Aristobule, lui, c'est plutôt les aspects géographiques, scientifiques. Des plantes, des animaux, voilà, on dirait l'anthropologie aussi. Néarque, lui, donc j'ai dit, explorateur des côtes de l'océan Indien, il a tenu un journal de bord. Onésicrite, qui est un philosophe cynique, et qui était d'ailleurs le second capitaine de Néarque, ils sont complets à l'époque. Il a composé une éducation d'Alexandre, qui décrit les mœurs et la géographie des régions conquises. Donc lui, Carès, qui était le chambellan, qui s'occupait du repas, des réceptions, s'intéressait à la vie privée du roi. Alors, il y a une autre œuvre majeure aussi qui a été écrite vers les années 320-300, c'est l'œuvre de Clitarque d'Alexandrie, qui s'appelle l'Histoire d'Alexandre, qui est réduite à l'état de fragments, mais qui s'appuie sur des archives officielles et des témoignages directs. Et voilà, tous ces auteurs que j'ai cités donc, ont inspiré, on est à la première grande famille d'historiens postérieurs, en gros 2 siècles après, ce qu'on appelle la Vulgate d'Alexandre, donc notamment Diodore, voilà, de Sicile. Il y a Arien aussi qui est très connu, Plutarque, le fameux biographe, et Quincurse. Bon. Enfin, en tout cas, enfin, pour raccourci, mais enfin, Diodore et Arien, c'est 2 écoles différentes. On dirait, bon, c'est pas la Vulgate, c'est Diodore. Bon, bref. Donc, à voir aussi que les archives royales contemporaines ont elles aussi disparu. Elles étaient tenues sous forme d'éphémérides, donc un journal quotidien, par le chancelier, donc le secrétaire en chef, Domaine de Cardia, que j'ai cité en introduction, qui ensuite sera un des généraux qui vont se battre pour la succession d'Alexandre. Et à voir aussi qui prend la suite d'ailleurs dans les récits royaux des Perses, Alexandre. Donc on a aussi quelques sources éparses, plutôt des épigraphies, enfin
voilà, des sources, on va dire gravées, des Perses. Euh, À voir, donc voilà, les éphémérides ont disparu, je vous ai parlé les détails. Alors, pour revenir justement aux sources épigraphiques, on a quelques traces qui prouvent bêtement, mais qu'Alexandre a existé. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'il n'a jamais existé parce que les livres auraient été bidonnés. Hein. Non, non, c'est pas le cas parce qu'on a vraiment des traces épigraphiques, c'est-à-dire gravées dans la pierre. Donc émises dans des cités grecques, donc c'est voilà, des lois, des décisions, des décrets. On en retrouve en Asie mineure, quelques-unes en Grèce et en Macédoine. Alors on a aussi, c'est assez intéressant, évidemment, des sources physiques, c'est des sources numismatiques, c'est-à-dire la monnaie. Donc on a gardé des traces de monnaie du temps d'Alexandre le Grand. Et il a d'ailleurs, à force de piller tous les trésors perses, émis énormément de monnaie. Donc on a la chance d'avoir gardé des monnaies à son effigie, donc l'effigie de ses successeurs, hein, qui reprenaient l'effigie d'Alexandre, évidemment. Donc parfois on confond, enfin on sait pas trop si c'est monnaie d'Alexandre ou après. Donc voilà, ça donne beaucoup d'indications sur comment il était représenté, souvent soit avec une tête d'Héraclès, avec coiffé la peau d'un lion, ou avec Zeus à côté qui trônait avec un aigle dans la main. Voilà, donc on a aussi des monnaies aux éléphants, hein, parce qu'il est allé jusqu'aux confins de l'Asie, donc il a guerroyé contre des éléphants de guerre. Donc voilà, il y a des sources numismatiques vraiment intéressantes. C'est pour le coup visuellement assez frappant. Donc voilà pour les sources qu'on pourrait qualifier de directes. Ensuite, on a les sources indirectes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément connu les événements, qui ont écrit après, donc ça reste dans l'Antiquité évidemment, hein, mais ce ne sont pas des contemporains. Donc là, on n'en a pas tant que ça, hein, des historiens. Pour le coup, donc ça se lit assez rapidement. Hein, en quelques mois, on a vite fait de connaître toutes les sources historiques de l'époque. Alors tous vivaient au temps de l'Empire romain. Hein. La plupart, en fait, étaient de langue grecque, mais vivaient dans l'Empire romain. Alors le récit le plus ancien, en fait, qu'on connaît complet, c'est celui de l'Odeur de Sicile, qu'on commence à connaître, dans la fameuse bibliothèque historique. Donc il y a plus de 20 tomes. C'est le tome 17 qui nous intéresse. Donc c'est le plus ancien, il écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est 2 siècles après Alexandre. On peut rajouter aussi quelques allusions chez Polybe, qui est très connu. Hein, il a écrit sur les guerres entre les Grecs et les Macédoniens et les Romains. Donc il évoque parfois Alexandre le Grand, Polybe. Alors ensuite, toujours chronologiquement, notre historien très connu, c'est Arien, qui lui va reprendre le texte complet de Ptolémée. Alors Arien, qui est très connu, il a rédigé l'Anabase. Ce qu'on appelle l'Anabase, c'est, on pourrait dire, littéralement, c'est la montée vers le haut pays. Donc on dirait l'expédition, on dirait l'Anabase, l'expédition. Donc là, comment dire, c'est un ouvrage très très fiable historiquement parlant, parce qu'il s'intéresse vraiment aux faits militaires. Voilà, c'est assez précis. Il n'y a pas beaucoup de digression morale. Ensuite, on a aussi Plutarque, qui est très connu pour avoir rédigé les vies parallèles des hommes illustres. C'est assez fascinant. Il mettait toujours en parallèle un grec et un romain qui avaient un peu une carrière similaire. Donc évidemment Alexandre en parallèle avec César. Donc lui, il s'intéresse plus à l'aspect anecdotique, biographique. Là, ça reste très intéressant. Même s'il y a quelques digressions moralisantes. Voilà, donc en tout cas, pour ces premiers historiens, donc je ne vais pas trop développer là-dessus. Alors après, il y a ça c'est une tradition, on va dire, relativement fiable, on va dire, qui est plutôt basée sur des témoignages directs, notamment Ptolémée. Donc ça c'est, on va dire, la tradition la plus fiable. Après, il y a une deuxième tradition, pardon, qu'on appelle la Vulgate, donc du latin vulgaire, mais dans le sens commun, qui est celle en fait de Diodore, on va citer donc de Quint Curse, un romain, et de Justin aussi, qui est écrit à la toute fin de l'Empire romain. Alors eux, ils utilisent des sources fiables, mais peut-être moins fiables aussi, notamment Clitarque, hein, il y a quelques affabulations. Et eux, ils se permettent beaucoup plus de digressions moralisantes, philosophiques. Alors même si le livre 17, j'ai pas fini de le présenter, mais reste très très fiable. Alors ça, surtout une vision apologétique, c'est-à-dire une vision vraiment très élogieuse d'Alexandre, avec quelques fables. Hein, on va retrouver la légende des Amazones, des choses comme ça, voilà. Donc il apparaît évidemment comme un héros, mais on ne cache pas ses excès non plus. Je vais pas trop développer cette partie donc sur les sources indirectes, ce serait peut-être un petit peu indigeste,
mais à voir aussi qu'on a des comptes rendus géographiques aussi, notamment c'est connu, mais Ératosthène, le fameux géographe, Strabon aussi, un grand géographe, hein, Pline l'Ancien aussi, voilà, donc des grands géographes de l'empire du temps de l'Empire romain, qui ont évoqué Alexandre ou les lieux qu'il a visités. Alors, certes, le récit historique n'est pas forcément impartial, mais bon, pour les historiens, c'est pas forcément un souci, on peut lire entre les lignes. Le problème, c'est qu'il parle beaucoup d'Alexandre et des Grecs et moins des Perses, hein, qui sont considérés comme des barbares. Donc on n'a pas trop le point de vue des adversaires et ensuite alliés d'ailleurs d'Alexandre. Donc voilà pour ces sources. J'ai fait court pour pas faire trop indigeste. Voilà.